BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble sur BFM Business jusqu'à 21h. Et puis évidemment, si vous avez manqué le tout début, eh bien, vous nous retrouvez sur les plateformes de podcast et de replay. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler d'IA ce soir, beaucoup d'IA. On va démarrer par parler, tout d'abord par parler des robotaxis. Vous savez que les robotaxis, en Europe, on s'alerte un peu qu'il n'y en a pas, que les projets tardent à démarrer. Eh bien, il y a un rapport du Haut-Commissariat qui le dit justement. Alerte, il faut y aller. Un autre sujet, là aussi, assez intéressant autour de l'IA. Donald Trump va rencontrer Xi Jinping dans quelques jours. Eh bien, l'IA sera au cœur de leur discussion. On verra ça avec nos débriefeurs. Et puis enfin, nous allons parler beaucoup espace dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons recevoir un stratège de l'Europe spatiale. Et oui, il coordonne. Non. Je ne sais pas s'il faut dire une lobbying ou une agence. Enfin, vous verrez tout ça. Il s'appelle Ludwig Müller. Et puis, on verra aussi une jeune entreprise française qui s'appelle Sirius Space, qui vient de racheter un équipementier automobile pour fabriquer son premier lanceur. Voilà, un sommaire passionnant. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Voilà, il y a un bon débrief de la tech, c'est avec des bons débriefeurs et ils sont là ce soir pour nous. Merci messieurs d'être avec nous. Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos, bonsoir. Bonsoir Fred. Damien, merci d'être avec nous. André Loscup-Petri, président de JEDI, bonsoir. Salut Fred. André, JEDI, qui est le Joint European Disruptive Initiative, voilà, une DARPA. J'entends tout le monde me dire il faut des DARPA, il faut des bureaux. Le nombre de gens qui veulent faire des DARPA mais qui ensuite font rien se remplissent mon bureau. Nous, on essaye de faire des choses concrètes. Donc, et en plus, plein de sujets pour toi ce soir, avec cette alerte sur le fait de notre retard sur les robotaxis. Et puis avec nous également Michel Lévy-Provençal. Bonsoir Michel. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Alors messieurs, on va démarrer en parlant de robotaxi, parce que l'alerte du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan sur les véhicules autonomes, c'est dans une note qui a été publiée aujourd'hui. Aujourd'hui lundi, l'institution s'inquiète du retard pris par l'Europe dans ce domaine technologique, alors que les États-Unis et la Chine, et on s'en fait l'écho suffisamment souvent ici dans Tech & Co, avancent à pas de géant. Le vieux continent est à la traîne, mais est-ce qu'il est déjà trop tard ? On écoute ce que nous dit Justine Vassogne. La voiture autonome est une réalité en Chine ou aux États-Unis. Waymo, par exemple, réalise plus de 450 000 courses par semaine à Phoenix, à Los Angeles, à San Francisco. Et pendant ce temps-là, en Europe, le silence sur le sujet est assourdissant, s'inquiète le Haut-Commissariat. Et les acteurs chinois et américains arrivent à Londres ou à Munich. L'Europe risque une nouvelle colonisation numérique et industrielle, mais il n'est pas trop tard, indiquent les auteurs du rapport. Le vieux continent peut reprendre la main s'il s'intéresse plus aux usages qu'à la technologie. Il ne faut pas limiter le véhicule autonome au seul robot-taxi. Il peut servir pour des transports collectifs, peu importe sa taille. Aller au travail avec sa voiture, puis la laisser repartir pour transporter des patients chez le médecin et la récupérer le soir, propose par exemple le Haut-Commissariat. Deuxième piste pour éviter à l'Europe d'être larguée et à l'industrie automobile d'être kodakisée. Investir massivement dans 2 ou 3 champions européens de plusieurs centaines de millions à quelques milliards d'euros. Voilà, c'est ce que dit ce rapport du Haut-Commissariat à la stratégie au plan. Investir dans 2-3 constructeurs, 2-3 acteurs en tout cas. Et puis il préconise d'autres choses. Il dit il faut un monde où plusieurs modèles doivent cohabiter. Donc il faut peut-être que la puissance publique soit présente pour acheter des flottes et les répartir selon les usages, bâtir des points d'entrée dans le réseau routier. Voilà, on devrait s'habituer à tout ça. Oui. André. Oui, j'ai envie de le renommer le Haut-Commissariat à l'eau chaude, ou l'eau tiède. Non, mais attendez, là, il faut il est très fort. Moi, j'adore Clément Beaune parce que c'est un vrai Européen. On peut pas. Il a réussi à mettre. Il paraît qu'il n'a pas son permis de conduire. À un moment, il était potentiel candidat à la mairie de Paris, donc c'était un petit peu son terrain de jeu. Mais non, c'est un vrai Européen. On doit lui donner le mérite qu'il a sorti le Haut-Commissariat du formol dans lequel l'avait plongé notre ancien Premier ministre, François Bayrou. Mais bon, si c'est pour faire des rapports qui s'accumulent avec la longue liste de rapports, Draghi, l'État, etc., pour ne pas dire les choses juste essentielles, aujourd'hui, l'État n'est pas là
pour acheter des voitures, mais ça c'est vraiment encore des âneries des années 60 ou 70, dans lesquelles on va dépenser beaucoup d'argent. Il est là pour faire un cadre. Et qu'est-ce qui se passe en France depuis 10 ans ? Quasiment rien. On a peu de routes où on peut tester le véhicule autonome. Et deuxième chose, on ne sait pas voir les choses en transversal. On a un vieillissement de la population. On a de plus en plus des enjeux de mobilité confèrent ce qui avait provoqué les zones rurales qui se développent. Dans les zones rurales, on va évidemment pas mettre des bus dans toutes les... C'est là qu'il y a un vrai potentiel de changer la donne, de donner de la mobilité à des gens qui ont moins les moyens. Rappelez-vous les gilets jaunes. Bon, et à nouveau faire un rapport pour donner des grands poncifs n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, là où ils ont raison, nous on en parlait il y a un mois dans les mêmes échos, donc c'est que ce sujet de robotique plus général est un tournant immense pour l'Europe, oui, c'était pour une la tribune France. Avec Luca De Meo. Hein. C'était une tribune avec Luca De Meo, avec Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, et avec Alexandre Sobo, qui est le patron de France Industrie, en disant la robotique, toute l'économie de l'autonomie est un immense potentiel en fait pour driver les composants, la robotique, les nouveaux matériaux, le software. Dans un robot-taxi, aujourd'hui, c'est 60 à 70% de la valeur, c'est du software, c'est de l'IA. Le drive, le powertrain, comme on dit, les parties mécaniques aujourd'hui deviennent une commodité. Malheureusement, c'est la seule chose qu'on sait réguler et c'est un peu la seule chose à laquelle on se concentre en Europe. Oui. Donc, opportunité, mais bon, ces rapports, c'est très bien. Maintenant, il faut passer à l'action. Là, c'est insupportable d'en entendre un de plus. Et puis, peut-être faire attention, comme tu disais, on va tout de suite penser aux grandes villes. Il va y avoir les taxis qui vont se manifester. On va arriver, s'il y a des expérimentations, l'année prochaine, je ne fais pas de dessin, c'est la campagne présidentielle, puis les campagnes législatives. Donc, personne ne va vouloir se lancer avec des grèves des taxis partout, alors que dans les milieux ruraux, ce serait hyper utile. Enfin, on a tous des exemples en tête. En fait, Michel. Oui, je suis d'accord avec ce que dit André. Il y a plusieurs angles à ce problème. Il y a un angle, évidemment, qui est un angle économique. Pourquoi ? Parce qui est lié aux usages. C'est de la productivité, la voiture autonome. La voiture autonome, c'est permettre à des gens qui se déplacent, qui vont être moins fatigués pour travailler, qui vont aussi pouvoir peut-être travailler partiellement pour le moment, mais de manière de plus en plus importante pendant les temps de transport. Ça, c'est un point indéniable. C'est une question, évidemment, de sécurité. On ne le dit pas assez, mais la voiture autonome est plus sécure que la conduite humaine. Et les chiffres sont là. On arrive parfois jusqu'à un facteur 10 en termes de sécurité. Ça a été cité des études qui ont été menées notamment aux États-Unis, qui ont été beaucoup communiquées par Waymo en l'occurrence, qui prouvent qu'il y a plus de sécurité avec les voitures. Et quand il y a un accident, c'est souvent un accident parmi X millions de kilomètres déjà parcourus, mais évidemment on fait un focus. Alors on fait un focus parce que ce sont des robots et évidemment on est moins, on accepte moins qu'un robot génère un accident. Et puis qui sont encore dans un milieu hybride, il y a encore l'aléa humain. Enfin, et puis il y a un dernier point qui est fondamental et à mon avis qui bloque, et il y a un cas, moi je suis ce sujet parce que il s'avère que j'ai une Tesla et j'attends le FSD, le full self-driving, enfin la possibilité de conduire de lâcher le volant avec quand même un œil sur la route et un œil sur le volant, et supervision. Et là, on s'aperçoit que les Pays-Bas ont accepté en fait que sur les routes des voitures autonomes circulent. Les Belges sont en train d'accélérer pour prendre le pas et accepter aussi qu'il y ait des voitures autonomes. Et nous, Français, le CNRV, qui est en charge de la validation, postpone, n'arrête pas de freiner et s'en remet effectivement à l'Europe. Donc on se demande, mais quelle est l'intention ? Est-ce que l'intention, c'est une question de souveraineté ? Est-ce qu'on attend finalement d'avoir la brique technologique européenne avant d'accepter d'avoir des voitures autonomes sur nos routes ? Ce qui n'arrivera pas, soyons clairs. Ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, la puissance de la Chine, et déjà les États-Unis ont beaucoup de mal à suivre face à la puissance de la Chine, est telle que en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir très probablement, si on accepte d'avoir des voitures autonomes sur nos routes, majoritairement des voitures chinoises, mais aussi des voitures... Et on en reparlera dans un instant, parce que c'est notre deuxième sujet qu'on parlera de ça. Damien, justement, sur les conclusions de ce rapport. Les conclusions de ce rapport, je rejoins ce que tu disais, on enfonce des portes ouvertes, parce que
s'émouvoir de cela soudainement, c'est un peu une farce, dans le sens où il suffit de regarder la démonstration de force qu'avait fait, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, Musk avec le robotaxi, en expliquant déjà ce que ça allait être, ce principe de véhicule, de personnes dedans, ça marche tout seul, la voiture est, on va dire, fonctionne toute seule, et à côté de ça, avait déjà imaginé de faire en sorte que votre Tesla, si vous la garez sur un parking, elle peut servir à quelqu'un d'autre en attendant. La technologie, on l'a. Ça s'appelait Navia, par exemple, en France, Navia, pardon, en France. Navia, oui. C'était donc une lyonnaise, oui. Voilà, qui n'a pas marché, ou tout au moins qui a fonctionné, mais qui a... C'était un peu cher, mais... c'est pas la question. La techno était là, mais pas d'effet d'échelle, des acteurs qui ont soutenu à bout de bras, puis finalement, derrière, l'alignement des technologies, de l'usage et du marché n'était pas là. Donc, en gros, des technos, on sait faire. Mais dès qu'il faut arriver à les déployer, d'avoir la logique d'effet d'échelle, on ne sait pas faire. Donc, très concrètement, c'est quand même dommage de dire ça déjà. Deuxième élément, c'est de se dire aussi qu'on a des acteurs, notamment automobiles. L'Europe est quand même un des creusets en termes d'ingénierie automobile mondiale. Aucun acteur du marché, que ce soit du Renault, du Stellantis ou autre, aujourd'hui ne porte à bout de bras un marché, ne porte des technologies de ce style-là. Stellantis va passer un accord avec certains aux Pays-Bas, si mes souvenirs sont bons, avec l'acteur qui justement Pony AI derrière. Oui. Mais globalement, on n'a aucun acteur du marché qui véritablement porte ça. Donc en gros, à nouveau, l'Europe part en ordre de bataille complètement dispersé et avec des réglementations différentes, avec des acteurs qui font chacun leur petit truc dans leur coin, alors que la différence, comme d'habitude, États-Unis comme Chine, il y a un ordre de bataille qui est rangé et on y va, quoi. Mais moi j'imagine, moi je pense beaucoup au milieu rural, et je trouve qu'au milieu rural, plutôt que se lancer dans des achats de bus là, sur 20 ans, des grands bus de 60 personnes qui roulent à moitié vides, on met ces navettes-là. Il y a l'aspect rural et il y a l'aspect, on a beaucoup parlé des EHPAD pendant les dernières années, il y a un aspect pour la mobilité des personnes qui justement ne seront plus capables de prendre des voitures. Donc c'est une même c'est un danger pour certains. C'est-à-dire aujourd'hui, notre système de prendre soin de nos anciens, de nos seniors, coûte extrêmement cher. Et en plus, c'est un système où, quand vous voulez être dans des endroits qui sont quand même de bonne qualité, ça coûte plusieurs milliers d'euros par mois d'avoir son senior dans un EHPAD. Là, on a la possibilité de garder les gens chez eux, ce que la plupart d'entre nous veulent, grâce à ces solutions de mobilité. Mais on ne sait pas juger. C'est pour ça, moi j'ai envie de dire, c'est très bien ces rapports, mais là, sans être un admirateur de Musk, il faut juste un petit peu regarder ce que fait Musk. On remplacerait très bien ce genre de haut commissariat. Deuxième chose, ça montre quand même, et je vais être un peu dur, l'incompétence profonde des gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire, là, on enfonce une porte ouverte 5 ans après. Alors, tu parlais avec gentillesse, Frédéric, on voit toutes ces photos de la Jaguar, donc Waymo. Il faut rappeler une chose, pour tous ceux-là qui disent qu'ils veulent faire une DARPA, mais qui finalement ne se mettent pas en ordre de bataille de le faire, Waymo, c'est le DARPA Challenge de 2004-2005 qui a abouti à ce qu'une équipe gagne, et c'est cette équipe qu'ensuite a été reprise par Google et qui est devenue Waymo. 20 ans après. Donc il faut aussi que nos États soient capables de réfléchir à se projeter. C'est ça qu'on leur demande. Donner le cadre, comme tu le disais, et se projeter, faire des grands paris. Moi, je pense toujours, on parlait de Navia, je pense toujours à ça. Je me souviens c'était Christophe, son nom m'échappe tout d'un coup, mais qui m'avait dit, en Nouvelle-Zélande, on est sur un projet où on remplace, enfin, on est en concurrence avec le tramway. Je dis, mais oui, mais c'est génial. Tu gardes les voies du tramway qui sont un peu, voilà, parce que tu veux pour l'instant que ce soit plus sécurisé. Le soir, tu mets 5 Navia. Dans l'après-midi, tu n'en mets que 2 parce qu'il y a moins de monde. Et voilà. Et le truc. Et ce principe de précaution nous tue. Tu disais très justement, aujourd'hui, on estime qu'on passerait entre 400-500 morts versus à peu près 4000 sur les routes si on était avec un système. Le problème, c'est que la responsabilité d'un robot. Mais là où est le courage politique? Mais tu sais, petite anecdote, je ne citerai pas de nom, mais il y a quelques années, petite dizaine d'années, j'avais eu l'occasion de discuter avec des gens qui établissaient le plan du Grand Paris et qui s'interrogeaient sur les transports en commun sur le Grand Paris. Et je me souviens, je revenais de la Singularity University où on commençait à voir effectivement ces robotaxis. Christophe Sapé, le patron de... Voilà, je m'en souviens. Et je leur ai dit, mais regardez de près quand même ce que vont permettre de faire les voitures autonomes. Parce que plutôt que de dépenser des milliards à mettre en place des souterrains,
des rails, des transports en commun, il est peut-être plus intéressant d'avoir des solutions plus légères en perspective, parce que c'est des temps longs, c'est pas 5 ans, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc en se projetant avec les voitures autonomes, peut-être qu'on aurait pu faire des économies et être plus efficace. Chaque fois que je passe en dessous... Non, pardon, eh bien, juste pour finir là-dessus, on m'a rayonné. On m'a rayonné parce qu'une incapacité à voir les tendances émergentes et à se dire que ça va arriver. Donc ça aurait créé du volume chez nous, ça aurait pu créer une industrie. Et chaque fois que je passe sous les nouveaux... y a une espèce de monorail à Saclay qui ont dû coûter pour ceux qui passent par la N118, j'y suis passé hier soir encore, les deux, qui vont être la là-haut. plupart du temps, qui sont essentiels pour désenclaver, mais qui vont être la plupart du temps vides. C'est évident. J'y ai pensé. Non, j'y suis passé hier soir. Et ça, c'est des milliards. Ça, c'est de l'argent du contribuable. Donc, c'est pour ça que je suis assez agacé parce que, 70% de la valeur, c'est le stack software, mobilité, etc. Donc, la valeur est en train de nous échapper complètement. Si vous rachetez les batteries, il n'y a plus grand-chose qui reste dans l'automobile européenne. On pourrait créer, je pense que ce n'est pas complètement perdu, une industrie. Et troisième chose, la dette française, elle est aussi passée sur ce genre d'investissement inconsidéré. Et puis on parlait d'usage tout à l'heure, moi j'en reviens, alors vous allez dire, j'insiste sur la ruralité, mais j'ai des exemples en tête très concrets où je me dis, mais moi je connais des personnes âgées qui continuent à conduire parce que sinon, une fois qu'elles sont plantées à l'endroit où elles vont, il n'y a plus rien. Il y a un bus qui passe, alors qu'avec des véhicules autonomes, ça viendrait les chercher, ça viendrait les ramener. Je coupe, mais on va revenir on va rester sur ce sujet-là parce que la Chine et Rimac devancent Tesla et lancent le premier taxi autonome d'Europe au prix imbattable, alors de moins de, c'est 1,99 €. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Damien, je t'ai coupé le sifflet, donc faire le lien peut-être. Oui, on peut faire le lien, mais oui, c'est intéressant. Ça, c'est en Croatie, c'est une société qui s'appelle Verne, qui en fait fabrique des voitures. C'est un milliardaire qui a monté cette marque-là et qui a utilisé cette technologie effectivement pour pouvoir lancer son premier système. Mais le lien, il est vite fait, c'est que en fait, en Europe et en France, on aime bien l'infrastructure. Parce que quand le bâtiment va, tout va. Parce qu'on adore faire des grands projets. Parce qu'on aime le côté grandiose. Parce qu'on est des bons ingénieurs. On aime faire ça. La différence, elle est que aujourd'hui, ces modèles-là sont des modèles, en fait, qui sont des modèles modulaires, extrêmement souples. Et qui n'ont pas besoin d'infrastructures au sens, je parle grand pont, etc. Je parle qui vont utiliser les infrastructures actuelles. Et même quand on voit la recommandation qui est faite par le rapport en disant, alors ce serait bien qu'on réfléchisse peut-être à adapter nos infrastructures pour ceci, cela. À nouveau, on réfléchit dans une logique qui est très rigide, finalement, alors que le principe même de ces systèmes-là, c'est d'avoir une logique qui est extrêmement modulaire. Et tu parlais des campagnes, il n'y a pas d'infra dans les campagnes. C'est quelque chose qui doit être extrêmement léger, justement, et extrêmement souple. Quand des bus arrivent à la gare, par exemple, moi-même habitant dans ma campagne, avec des systèmes de bus qui font que si tu n'es pas à l'heure, c'est raté pour ton train, c'est raté pour ton truc, et ainsi de suite. Donc, on est dans des systèmes qui sont très rigides. Et il y a 3 taxis qui se battent en duel. Donc, voilà, là où tu as besoin d'avoir une certaine souplesse et où ça permettrait effectivement d'innerver des zones qui aujourd'hui sont des zones quasiment blanches. Et donc ça pose vraiment question. Et tu le disais aussi, ça montre aussi que finalement là, on le voit, la voiture, c'est une voiture chinoise avec une technologie, etc. Donc c'est Pony AI, ça pose des vrais questionnements sur le fait de se dire, on a d'abord une question de vision et une question de se dire, c'est quand même ballot de se dire qu'on a les constructeurs automobiles qui pourraient arriver dans une logique peut-être européenne, se dire tiens, on va mettre tout le monde un peu autour de la table et on va se mettre d'accord pour réfléchir à une logique de logiciel, une logique qui viendrait peut-être venir se connecter à des constructeurs européens, avoir une logique finalement un peu comme on a fait le GSM. En gros, le fait de se dire on met une norme, on met une technologie et puis après chacun va venir s'intégrer là-dedans. Ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui et c'est vraiment ça qui est vraiment dommage. En fait, je vais prendre un parallèle avec le monde de la défense. On a changé de monde. Regardez ce qui se passe avec les drones. Aujourd'hui, on ne monte plus de projets d'infrastructures massives, peut-être à l'exception des besoins en termes énergétiques et en termes d'infrastructures IA. Mais sinon, on a plutôt tendance à essayer d'aller chercher des infrastructures décentralisées, légères, hyper agiles, capables d'évoluer très très vite. Or, monter des rails, monter des trains, monter même des autoroutes, c'est pas agile. On en a besoin quand même des autoroutes pour ces voitures-là. En revanche, commencer à travailler sur des dispositifs qui vont nous permettre d'évoluer, et le logiciel étant le cœur du système. Aujourd'hui, un logiciel, ça évolue à la journée.
Et comment tu vois justement que c'est les Chinois là, qui sont en train d'avancer, c'est les véhicules de BAIC, de la technologie de voiture autonome de Pony AI, qui devancent Tesla. Enfin, les Chinois sont en train de prendre le pas, y compris là-dessus. Parce que, clairement. Voiture électrique, voiture autonome maintenant. Clairement. Et la question qui peut se poser d'ailleurs pour l'Europe, c'est de se demander à quel endroit dans la chaîne de valeur les Européens pourraient agir. Ouais, je te dire, c'est passé du thermique à l'électrique. Nous, on en est là. Alors, il y a plusieurs endroits. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit en mesure de rivaliser sur, je dirais, la fabrication de la machine, c'est-à-dire de l'automobile au même niveau que les Chinois. Ils sont capables, ils ont automatisé, ils ont des dark factories où il n'y a même plus de lumière dans les usines parce qu'ils n'ont plus besoin de lumière puisqu'il n'y a pas d'humains qui travaillent, il n'y a que des robots. Donc sur ce point-là, on n'est pas vraiment compétitif. Sur la partie logicielle, malheureusement, on ne l'est pas non plus. Soyons clairs, sur l'IA, nous ne le sommes pas non plus. Donc peut-être que nous pourrions avoir, tout en bas de la chaîne, sur la partie énergétique, en l'occurrence en France, peut-être qu'on a quand même quelques forces, mettre en place des systèmes, grâce notamment au nucléaire, pour pouvoir piloter, améliorer, optimiser les besoins énergétiques, et puis tout en haut de la chaîne, sur les services. Comment est-ce qu'on peut piloter ces flottes de robots, de voitures robotisées? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des services qui vont nous permettre d'améliorer le partage, de faire en sorte que l'expérience soit différente de celle qu'on peut avoir, par exemple, à Shenzhen? Moi, j'ai fait l'expérience de voiture autonome à Shenzhen. Je peux vous dire que ce n'est pas génial. On a un savoir-faire en matière d'expérience en France et en Europe. Peut-être qu'on peut mettre en avant aussi ce savoir-faire. Alors, il y a quand même la plupart des voitures là qu'on voit. D'abord, je peux pas m'empêcher de me dire. Alors, Materi Max, c'est d'abord un entrepreneur. Il a réussi à racheter Bugatti. Enfin, il a fait une filiale commune, enfin une entreprise commune avec ça. Il est backé par la famille Porsche. C'est un entrepreneur croate absolument incroyable. Mais là, c'est un peu le cheval de Troie, puisqu'en fait, vous avez du software chinois et une enveloppe, une marque nommée. Et aujourd'hui, malheureusement, Stellantis, pour ne pas les nommer, ont exactement la même stratégie. Ils sont même en train de vendre une usine je crois à Leap Motors, qui était leur partenaire en Chine. Deuxième chose quand même, la plupart des voitures aujourd'hui, c'est un assembleur, un constructeur automobile. La valeur, elle est quand même essentiellement chez Valeo, chez Faurecia, chez Bosch, chez Schaeffler, enfin chez les équipementiers. Aujourd'hui, la plupart des grands équipementiers européens sont extrêmement bien positionnés chez les constructeurs automobiles encore. Donc là, je crois qu'il y a encore de la valeur. Pour moi, je pense que le combat n'est pas perdu, mais il faut effectivement, le GSM qui a été ensuite renommé avec un nom anglais, c'était d'abord le groupe Service Mobile. C'était des ingénieurs français, allemands, rejoints par des Italiens qui ont créé une norme intelligente. Je reviens à cette histoire de compétence. Où est-ce qu'elle est la compétence pour définir ça? Il y a les cas d'usage qui sont en fait multiples et ça va être très difficile et là je reviens à ton sujet de service, pour des acteurs non européens, voire même non locaux, d'être dans nos campagnes, auprès des seniors. Je pense que là, il y a plein de trucs. Un acteur comme Transdev, il pourrait Et c'est une opportunité. Et il y a une chose que tu n'as pas mentionné. Aujourd'hui, on célèbre la fin des voitures électriques traditionnelles de Tesla, qui met fin à ces jours-ci. Donc en fait, il est en train de basculer entièrement en voyant que la concurrence électrique est trop rude, les marges, et donc il est en train de basculer entièrement sur les robotaxis. Pour moi, la course n'est pas du tout perdue, mais ça mérite des grands paris. Est-ce qu'il faut justement surtout pas de dirigisme étatique où on va avoir quelqu'un à la direction générale des entreprises qui ne comprend absolument rien. Il faudra un grand patron qui prenne la décision. Il faudrait surtout que M. Tabarot, qui est notre ministre des Transports, se dise dans 3 mois, je fais en sorte qu'une grande partie du territoire français peut être un territoire d'expérimentation. Je donne en priorité l'accès à des gens qui ont du contenu local ou du contenu européen, et ça c'est en coordination avec les règles, et qui se donne 3 mois, et qu'il ose dire, oui, le principe de précaution, je m'assois là-dessus. Ce qui est la pire chose qui a pu nous arriver. Surtout que, moi, d'après ce que je sais, pour en avoir discuté avec des experts, les histoires d'assurance, c'est prêt. Les histoires de techno, on l'a dit, c'est prêt. un immense marché. Non, il y a un vrai sujet qui est un sujet social. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est à 1 an d'une présidentielle et qu'annoncer l'arrivée de robotaxis qui vont finalement le marché de VTC et de taxi, ça peut déclencher une fronde
que le politique ne veut pas aujourd'hui déclencher. Oui, chez certains lobbies. Parce que tu auras les chauffeurs de bus. Mais pas auprès de tous ceux qui aujourd'hui... Enfin, je pense que vous êtes... Mais la plupart d'entre nous, peut-être, ne connaissent pas ce qui se passe dès qu'on est loin d'une métropole. C'est juste impossible de se déplacer. Ça a été la cause des Gilets jaunes. Et qu'on pensait tous, là, dans le 7e arrondissement, nos amis là, de Renaissance pensaient qu'on allait tous se passer à l'électrique. D'abord, ça coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est des choses qui vont servir les fameux territoires dont nos politiques se gargarisent. Donc là, il y a un combat, effectivement, qu'il faut défendre. Il va y avoir des gens qui ne seront pas contents, mais par rapport au lobby, et en plus, on l'a bien vu avec les VTC, les VTC n'ont pas tué la G7, bien au contraire. Ils ont montré que le service... Et moi, tu parlais des seniors. Oui, mais il faut du courage politique dans ce pays. Tu parlais des seniors tout à l'heure, mais pourquoi il y a autant de seniors qui continuent, de seniors, qui continuent à conduire passé 80 ans, parce qu'ils se retrouvent dans des endroits, s'ils n'ont pas leur voiture, ils sortent plus de chez eux, et s'ils n'ont pas quelqu'un pour les accompagner ou des enfants proches. Et là, tu te dis, mais... Et demander à la Sécu combien coûtent les transports des personnes qui vont faire une radio, qui vont faire la radio. C'est des milliards d'euros. Tu as un principe, tu as cité la notion de principe de précaution. En Europe, on est très là-dessus. Cette notion de sécurisation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus, qui est cette dimension de est-ce qu'on est prêt à avoir une acceptabilité sociale, pas seulement sur le fait d'être pris, d'avoir des gens qui sont remplacés par, mais la dimension de se dire et s'il y a un accident, et s'il y a et tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai, les statistiques montrent que tu as moins d'accidents avec ce type de voitures, parce qu'elles sont bardées de caméras, elles savent exactement comment ça fonctionne, elles ont un angle mort qui font éviter d'écraser un vélo ou un piéton. Donc il y a un vrai sujet autour de ça, mais je pense qu'il y a une dimension effectivement d'acceptation sociale avant tout. Le fait de se dire, si on ouvre la boîte de Pandore et que demain on se dit il y a des robots qui vont faire que des voitures vont rouler toutes seules, alors qu'on va pas se mentir, aujourd'hui déjà un chauffeur de Uber, il suit son Waze et il n'en dérive pas parce qu'il n'a pas le droit de sortir de l'application et du chemin qu'on lui a donné. Donc en fait, ce sont des gens qui sont quelque part aujourd'hui robotisés, quelque part. Pareil pour les chauffeurs de bus et ainsi de suite. C'est les nouveaux esclaves. Moi, quand je prends un Uber, je lui demande le nombre d'heures qu'il fait. Bien sûr. Alors, je sais pas où sont nos lois sociales. Et avec un acteur qui leur ponctionne entre 20 et 42% de leur revenu. Ouais. Donc c'est quand même hallucinant. Donc il y a cette vraie question-là qui se joue aussi. Moi, la question qui m'interroge, c'est de se dire que finalement, tu le disais tout à l'heure sur le constructeur, on a les constructeurs automobiles, on en a encore. L'Europe est un des rares pays qui a encore des constructeurs automobiles. Les Américains, c'est compliqué. Dans d'autres pays, il n'y en a plus. On a réussi à exporter vers certains pays. Et on réussit encore. Tu le disais, on a des acteurs qui sont de la chaîne on va dire de l'électronique, on va dire ça comme ça, qui sont européens. Valeo est européen, Bosch est européen. Il y en a plus. On a encore un vrai savoir-faire sur ces sujets-là. Donc, je pense que tout n'est pas perdu. Le truc, c'est d'arriver à organiser un peu tout ça et de faire en sorte que des acteurs aillent dans ce sens-là. Les acteurs, les constructeurs, notamment Renault ou Stellantis, ont arrêté leur projet de voiture autonome parce que finalement, ils se sont dit on n'a pas de retour sur investissement immédiat. Ils ont arrêté d'investir dans le conduite de niveau 3. Exactement. Donc, parce qu'ils n'avaient pas de retour sur investissement, peut-être que s'il y avait une volonté de la part européenne de se dire on va aider les constructeurs en s'appuyant sur les constructeurs européens avec une volonté dans 10, 20 ans de se dire ok, c'est vous qui allez être les porteurs de ça, mais on va organiser ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui se jouerait. Surtout, mais on part en ordre dispersé comme d'habitude. Et en ordre dispersé, puis surtout on parle sans savoir. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui parlent, qui n'ont jamais testé. Alors il faut être allé aux États-Unis, c'est vrai, il faut être un peu privilégié pour avoir testé ces véhicules-là, mais c'est vrai qu'une fois qu'on les a testés, on se dit, mais bon sang... Maintenant, il faut aller à Zagreb. Maintenant, il faut aller à Zagreb. Messieurs, merci, vous restez bien entendu avec nous. On va poursuivre, on démarrera dans un instant sur la CNIL qui s'inquiète des lunettes connectées. Voilà, là aussi, on s'y prend un petit peu tard, mais ces lunettes connectées aussi, elles arrivent. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après avec Damien Douany, André Le Scud-Pétry et Michel Lévy-Provençal. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, débrief de la tech, on devrait vous enregistrer entre les pauses parce que le débat continue autour de ces véhicules électriques. Alors on va continuer avec Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos, André Le Scud-Pétry, président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative, et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Messieurs, on a parlé véhicules autonomes, vous pouvez retrouver ça en replay. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la CNIL, gardien de notre vie privée, qui alerte sur les lunettes connectées. Vous avez vu ça? Vous en pensez quoi, Michel?
C'est un sujet dont on parle depuis pas mal de temps ici, depuis les fameuses Google Glass qui ont été un échec à cause de cette raison-là. C'est-à-dire que tout le monde se sentait filmé. On a un meilleur... Pas que, mais c'est vrai que c'était une des raisons. C'est une des raisons principales. Après, c'était l'usage. Non, à 2500 € quand même la paire de lunettes, dollars à l'époque. Mais c'était devenu une telle... Mais c'est vrai qu'il y avait ça. C'est un point de friction. C'est un point de friction. C'est-à-dire il y a eu un tel rejet qu'on retrouve d'ailleurs avec d'autres startups. Le petit Friend, c'était Friend, c'est ça, qu'on portait autour du cou, qui était à base d'IA, que personne ne voulait parce que ça enregistrait en permanence. Et bon, les méta là qu'on voit derrière toi, Frédéric, ont eu la particularité d'être un tout petit peu moins intrusifs parce qu'on voit quand on est filmé. Ça, c'est un premier point. Et puis, ça va devenir une généralité. Je ne sais pas si vous avez vu cette rumeur. Apple qui préparait une paire d'écouteurs qui contiendrait des caméras des deux côtés pour pouvoir voir l'environnement enregistré. Donc on rentre dans cette ère où effectivement les lunettes vont être un outil comme les autres. On parle aussi peut-être du remplacement du smartphone avec ces lunettes. Donc la CNIL est bien sympathique comme toujours avec ses sorties, mais je ne suis pas certain que ça ait une grande incidence sur ces géants et sur les usages. Et si ça en a, malheureusement, sur notre territoire, on va retomber sur le même débat que tout à l'heure avec les voitures autonomes et les taxis. Ils peuvent peut-être amener un certain garde-fou en disant attention, il faut que la lumière continue à s'allumer, il faut que différentes choses. Mais André. Alors moi, je les ai testés. Je reviens des États-Unis. J'y étais vendredi dernier. Donc j'ai testé ces nouvelles métaglaces qui ont en plus avec l'écran. Qui ont en plus une fonction maintenant de traduction automatique qui est juste impressionnante. Quand vous parlez, vous savez, les fameux prompteurs qu'ont le président américain, là où il lit ses discours, ou bien, j'imagine, des présentateurs télé, en fait, vous les avez là, donc vous pouvez raconter un discours qu'en fait vous avez préenregistré, vous avez de la traduction automatique sans latence. Ce qu'a réussi quand même Meta et Luxottica, qui est quand même une société Ray-Ban, donc une société européenne, c'est ils ont réussi ce truc assez génial de distribuer de manière extrêmement élégante en termes de poids et en termes d'électronique à travers les branches. Donc il n'y a pas ce côté où elles sont lourdes, où elles sont. C'est ça qui a été sur le form factor. Ensuite, l'autre chose auquel on ne pense pas pour ajouter à ce qui a été dit, vous vous rappelez l'histoire de Nintendo Go où en fait on s'est rendu compte que en fait c'était une immense opération de surveillance. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'IA en ce moment? On ne fait que parler des world models. C'était les Pokémon Go. Pokémon Go. C'est qui était une immense opération en fait de mapping du monde entier de manière complètement involontaire. En fait, là, c'est effectivement un super cas d'usage pour les utilisateurs. Il y a cet immense risque d'intrusion dans la vie privée. Donc là, je pense qu'ils ont raison d'alerter. La question, c'est est-ce qu'on va à nouveau réguler ce que nous, on ne sait pas faire? C'est-à-dire comment une régulation intelligente en Europe, avec nos propres valeurs sur la vie privée, etc., peut conduire à l'émergence d'une industrie, d'une filière qui, elle, la respectera. Parce que si on n'a pas d'industrie qui le respecte, et peut-être dernier point, en ce moment, la capacité de ces capteurs à en fait enregistrer le monde entier autour d'eux et à donner à Meta, à Google, enfin à tous ceux qui vont proposer ces outils, en fait, un mapping général du monde, c'est une valeur immense. Donc en fait, on leur est en train de leur fournir gratuitement en portant ces lunettes, comme avec des réseaux sociaux, comme avec Facebook. Comme avec Internet, on leur a laissé les livres, la presse, la vidéo, etc. Comme d'habitude. La CNIL est dans son rôle. Elle fait son taf, elle fait son travail, elle alerte et elle dit il faut faire attention parce qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas s'en rendre compte. Le sujet de fond, je pense, derrière tout ça, à l'époque des Google Glass, à San Francisco, par exemple, tu avais des jolis petits panneaux avec marqué interdit, Google Glass, etc. Tu as des gens déjà qui commencent à nouveau se mettre sur la figure, genre t'enlèves tes lunettes, etc. Mais il y a beaucoup moins de rejet aujourd'hui. L'autre soir, j'étais en soirée. Déjà parce que le smartphone, c'est beaucoup plus répandu. Et justement, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'il y a le smartphone qui est arrivé et l'intrusion de l'image dans notre vie et le fait de se raconter par l'image est devenu une banalité.
Le fait de voir les gens au travers du fait de se prendre en photo, de se mettre sur les réseaux sociaux, etc., c'est devenu une banalité. Donc finalement, ça, c'est de l'extension de ça. Je veux dire, en fait, si je fais ça, tu me vois, je prends les lunettes, ok, il y a une lumière, pas une lumière, mais tu ne me vois pas. Mais globalement, il y a une sorte d'appréhension du rapport à l'image et le fait d'être capté, en bien ou en mal, qui s'est banalisé dans les usages. Donc logiquement, Meta se dit c'est le moment ou jamais. Effectivement, il y a un alignement qui fait que ça fonctionne. La question de fond, elle est compliquée, dans le fond. La CNIL est dans son rôle. Moi, ça peut me gêner de me dire est-ce qu'on me filme pas. Un exemple très simple aujourd'hui, ne serait-ce que le fait que quand je fais une visio, des gens déclenchent un appareil que je n'ai pas demandé pour enregistrer ce que je vais raconter, pour faire un compte rendu derrière, j'aurais juste voulu qu'ils aient la bienséance de me demander si je voulais. Ouais. C'est juste une question comme celle-là. En général, on le demande, mais c'est de moins en moins. En plus, les minutes, ça doit exister. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne me dérange pas. Je trouve ça génial, ça m'arrange qu'il y ait un résumé derrière et tout. Mais je pense qu'il y a cette question-là de qu'est-ce qu'on va faire de nos leviers sociaux, de notre rapport social aux gens, vis-à-vis de ce fait de se dire, du doute, de se dire, est-ce que je suis filmé ? Qu'est-ce qui peut voir les images derrière ? Je rappelle que derrière, bien entendu, les caméras renvoient ces images à des gens qui sont très peu payés, qui sont sous-payés, très souvent au Kenya. Donc c'était le cas d'ailleurs pour les caméras, pour les lunettes de Ray-Ban. Des images, mais qu'est-ce qu'il faut faire quelles qu'elles soient, partent là-bas. Ce que je veux dire par là, c'est justement, c'est compliqué. C'est compliqué comme réponse. C'est le même principe que les smart speakers chez toi, qui captent tout et qui font que quelque part, peut-être ce qui est raconté est traité quelque part ailleurs. Ça rend beaucoup de services, mais à la fois, la question de fond, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir une intrusion comme ça ? Est-ce que j'accepte ça ? C'est extrêmement compliqué. J'ai pas la réponse. Et tu parlais d'Apple tout à l'heure. Là où Apple aurait un coup à jouer, c'est justement leur capacité à dire on va vous apporter quelque chose qui va vous apporter un élément qui va respecter un semblant. Ouais, ils le font parce que, enfin, ils le font. Les écouteurs s'allument au moment où tu enregistres. Encore une fois, ce sont des rumeurs, on n'est pas certain encore du form factor, mais ils devraient s'allumer. Là où je suis un peu plus libéral que toi, Damien, mais je pense que en réalité, le monde dans lequel on est entré va considérer qu'à partir du moment où tu es dans un espace avec du monde autour de toi, tu es dans un espace public. Et dans un espace public, potentiellement, tu es filmé. Potentiellement, tu es enregistré. Donc la vie privée est en train de s'éroder. Mais oui, la vie privée s'érode. Ça nous amène. Oui. Et ça, moi, ça me pose question. J'ai pas la réponse, mais ça me pose une vraie question de où est-ce qu'on est prêt à accepter, si tu veux. Et aussi la reconfiguration de nos relations. Quand je reprends l'exemple peut-être banal, demander juste à être enregistré ou pas par un petit appareil d'IA lors d'une visio, on reconsidère, tu vois, l'autre. Ça me dérange pas dans l'absolu de me dire que l'autre a des Ray-Ban Meta et peut m'enregistrer ou pas, mais il y a cette dimension-là de comment je vais reconsidérer le rapport à l'autre, et puis tu peux avoir aussi des dérapages, et ainsi de suite. Donc, je sais pas, j'ai pas la réponse à ça, mais ça pose des vraies questions. Une partie éducation, on va dire, mais bon, ça devient respect, éducation, mais là, la société et le fait que ça vienne de la CNIL dans ce domaine. Le fait que la vienne de la CNIL, c'est intéressant parce que je pense que ça repose la question de c'est quoi le régulateur au XXIe siècle. Oui. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, il y a un coup énorme à jouer pour ceux qui arriveraient à développer des outils qui semblent assez inévitables, je suis d'accord avec toi, Michel, mais qui en fait joueraient, et c'est ce qu'avait réussi Apple à faire sur les données. Rappelez-vous l'histoire du FBI, etc., où il s'était opposé à l'ouverture d'un smartphone. Aujourd'hui, sur tout ce qui est enregistrement, moi je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, depuis maintenant 3-4 mois, dans les avions, vous avez une annonce sur n'enregistrer personne les hôtesses, sans demander leur consentement. Ça a 2-3 mois à peine. Sur donc c'est en train de venir, ça semble inévitable. Il y a probablement toute une filière à créer qui va être respectueuse de ça. Et peut-être qu'on va me traiter de naïf, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui les Européens ont un coup à jouer parce qu'ils ne vont pas appliquer ces valeurs morales juste parce que c'est bien de le faire, mais parce qu'ils y croient intimement. Surtout que les Américains... Il faut que ces régulateurs deviennent des outils de politique industrielle, mais plus intelligentes que juste punitifs. C'est vrai que surtout les Américains, ils laissent faire au début, puis tout d'un coup, ils ramènent... Ce qui est en train de se faire sur l'IA. Le RGPD, enfin tu vois... Je suis contre le fait de se dire on va amputer ces outils-là que j'adore. Mon cœur de geek adore ces appareils-là. Et je veux dire par là, c'est dommage de se dire... Dans la santé, les handicapés visuels, il y a plein de choses. Mais c'est des pharmacones. En fait, autrement dit, c'est à la fois le poison et la solution. Donc la question de fond, elle va être quelle ligne de crête on met en place. Je ne pense pas que la ligne de crête et la réponse à cette ligne de crête soit on empêche, on interdit, on castre.
certaines fonctionnalités de ses produits. Là-dessus, je te rejoins entièrement, Michel. Il y a la question de l'éducation au sens large, bien sûr, mais derrière ça, il y a quand même le fait de se dire quelle confiance on porte aux acteurs, aux opérateurs qui utilisent ces outils-là. J'ai aujourd'hui plus confiance en un Apple ou peut-être même un Google qu'un Meta. Et donc la question de fond, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on veut de notre vie privée ? Quelle est la limite que l'on veut se donner à ça ? Donc c'est des vraies questions. Il n'y a pas la réponse, mais il faut se les poser parce qu'elles sont sociétales. Il y a un rôle à jouer auprès des acteurs. Alors l'IA, on en parlait il y a un instant. On va justement en parler puisque Donald Trump sera en Chine jeudi prochain pour sa première visite officielle depuis l'épisode des surtaxes douanières. Selon le Wall Street Journal, il pourrait se mettre d'accord avec le président chinois sur un pacte de non-agression concernant quel sujet ? Concernant l'intelligence artificielle. On écoute ce que nous en dit Simon Tenenbaum. Sans pour autant les nier, Pékin et Washington vont devoir mettre un instant de côté les fortes rivalités technologiques qui les opposent. Donald Trump devrait, selon la presse américaine, positionner avec son homologue chinois des garde-fous sur l'IA, l'objectif étant d'éviter une crise qui pourrait dégénérer. Les deux puissances réfléchiraient à installer un canal de discussion dédié au traitement des risques. Il y a 2 ans, sous l'ère Biden, déjà consciente des risques, les deux puissances s'étaient engagées à ce que l'IA ne puisse pas décider de lancement nucléaire. Et alors que l'administration Trump était jusqu'ici partisane d'un certain laisser-faire, le temps de l'intelligence artificielle en roue libre semble révolu. Washington est décidé à contrôler les nouveaux modèles. Le ministère du Commerce a passé des accords avec Google DeepMind, Microsoft et xAI afin d'examiner leur dernier programme avant qu'il ne soit proposé au grand public. Mythos, l'IA d'Anthropic, capable d'effectuer des cyberattaques d'envergure, a fini de convaincre l'administration Trump qu'il était temps d'agir pour garantir la sécurité nationale. C'est quand même incroyable. Voilà, les États-Unis et la Chine. Maintenant, alors à une époque, il y a eu le bras de fer, sur taxe douanière, bien entendu, mais le bras de fer autour de TikTok. Et là, on voit. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut montrer ? Moi, je trouve que ça a montré que implicitement, les États-Unis sont en train de reconnaître que la Chine a fait un bond de géant. Mais ça, évidemment, ici, on le sait. Mais parfois, on a toujours l'impression que c'est eux qui dominent, que les Chinois continuent à copier. Il y a encore ça dans la culture générale. Mais non, les Chinois ont vraiment rattrapé leur retard. Je pense que ça nous dit que l'IA devient un enjeu économique, de puissance économique, un enjeu militaire. Enfin, c'est tout ça que ça nous dit un peu, cette discussion. Michel. Tout ce qui peut faire dialoguer deux grandes puissances qui sont rivales est une bonne chose. Oui. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est facile de comparer avec un décret de non-prolifération nucléaire, cette affaire du dialogue sur l'IA pour essayer peut-être de coordonner les évolutions et de ne pas tomber dans la course, la fuite en avant dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les acteurs de l'IA sont dans une fuite en avant. Les Américains dépensent des milliards. Les Chinois s'amusent à distiller les modèles américains, c'est-à-dire en gros voler les données générées par les modèles américains pour les rattraper. Et ils y arrivent en faisant du dumping avec des IA open source qui sont quasiment au niveau, voire parfois qui frôlent, et peut-être même dépassent à certains moments. Les Américains arrivent à les rattraper. Ils sont mis aussi sur les composants. Ils sont absolument sur les composants. Donc, tout ce qui peut les faire dialoguer est une bonne chose. Je pense qu'il y a un autre problème, c'est que ça n'est pas un décret de non-prolifération nucléaire parce que la technologie est radicalement différente de la technologie nucléaire, dans le sens où, en réalité, elle est largement disséminée. L'IA est très largement disséminée, donc ça va être très difficile de contrôler l'évolution de l'IA et sa dissémination. Elle n'est pas rare, comme le nucléaire, et c'est beaucoup moins facile de la maîtriser. C'est beaucoup moins facile d'interdire certains usages dans certains cas. Donc, à mon avis, le parallèle s'arrête au moment où on pourrait dire que c'est un terrain de dialogue géopolitique. Mais au-delà de ça, à mon avis, ça va être différent du nucléaire. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'interdépendance aussi ? Parce que je conçois les composants, mais on les fabrique plutôt dans ta région. J'utilise cette IA, je développe des téléphones, mais j'ai envie de les vendre dans ton pays. Enfin, il y a tout ça. On va discuter business, en fait. Oui, alors c'est pas en fait complètement nouveau, parce que je rappelle quand il y avait eu la dernière réunion, je pense même sous l'administration Biden à San Francisco, Xi Jinping était venu à San Francisco sauf erreur, il y avait 2 sujets, il y a le sujet des relations commerciales et il y avait le sujet de l'IA. Donc c'est quand même quelque chose qui est toujours
qui est maintenant déjà érigé au niveau du dialogue stratégique et voilà, il y a une comparaison avec tout ce qui est... c'est un nouvel arsenal. La deuxième chose quand même, les Américains, je pense, partent quand même avec deux choses radicalement nouvelles de ces dernières semaines. Un, l'utilisation de l'IA qu'ils ont fait dans l'opération iranienne, le fameux projet Maven qui a radicalement changé la manière dont ils planifient leurs opérations. Du targeting, de la fusion des données et ensuite l'assignement des missions. Alors on peut parler de la manière dont ça se déroule pas fabuleusement bien, mais au début ça a été quand même une démonstration de force. Et la deuxième chose, c'est l'irruption de ces tout derniers modèles type Mythos d'Anthropic qui montrent quand même que les Américains sont quand même, enfin les entreprises américaines sont quand même très très bien placées. De l'autre côté, je crois que les Américains, comme il y a eu quand même cette coupure accélérée par le Covid, qu'en fait aujourd'hui on ne sait plus vraiment trop ce qui se passe à la frontière, notamment en Chine. Je crois que les Américains ont besoin de savoir un peu plus, d'ouvrir un peu plus la boîte, parce que le pire dans ces équilibres de grande puissance, c'est qu'on ne sait pas exactement où on est l'autre. Parce que là, la surprise stratégique est possible. Damien ? Je pense qu'il y a en creux, il y a un certain pragmatisme américain. C'est toujours, alors pour exister, c'est pour exister. Des fois, il faut toujours. Moi, je pense qu'il y a un pragmatisme très commercial. Hein. Les Chinois, avant tout, ils veulent pas la guerre, ils veulent faire du commerce. Et Donald Trump, en plus. C'est pour ça que je te parle de pragmatisme. C'est pour ça que je te parle de pragmatisme. Et je te dis aussi que pour arriver à faire, on va dire, qu'il y ait de l'ébullition sur un sujet, il faut toujours qu'il y ait un méchant quelque part. Hein. Les Américains ont adoré toujours ça. Il y a eu la guerre froide, etc. Bon, là, il y a les Chinois, mais finalement, au final, la Chine s'est ouverte. On se rend compte que c'est une dictature communiste, mais qui a très bien compris les rouages du capitalisme et qui marche très bien. En face, effectivement, ils se rendent compte que finalement, ils sont peut-être pas les meilleurs, parce que comme ils ont délocalisé plein de choses là-bas, et que c'est pas facile de faire revenir des chaînes de production aux États-Unis. Quand tu vois les Apple qui veut réinstaller, et qui le fait quand même. Mais c'est pas facile de trouver les savoir-faire, les personnes. Donc ce grand cheval de bataille qu'a eu Trump, il se rend compte que pragmatiquement parlant, c'est compliqué de le faire. Donc il y a un moment où il faut discuter. Et autant les Américains, tu parlais de Mythos, sont peut-être très bons sur de la recherche fondamentale, sur des modèles, etc. Les Chinois ont montré qu'ils avaient aussi le savoir-faire sur les modèles. Ils ont aussi surtout montré qu'ils ont un savoir-faire sur de l'industrialisation à grande échelle. Je ne parle même pas de la robotique, avec la démonstration de force au dernier Nouvel An chinois avec de l'unitrie. Donc très clairement, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Donc voilà, je pense que de ce point de vue-là, les Américains, et particulièrement quelqu'un comme Trump, qui est avant tout un deal maker, va se dire on va discuter. Ils respectent le rapport de force. Ouais. Puis il y a eu, enfin, je trouve que c'était un article qui date d'il y a 12 ou 18 mois qui disait un petit peu ces deux points de vue entre l'IA américaine et l'IA chinoise. L'IA américaine où on veut à tout prix aller vers l'IA générale qui va penser comme l'humain. Et les Chinois, beaucoup plus pragmatiques, c'est l'IA au service des robots, c'est l'IA au service des voitures, c'est l'IA au service de la chimie, c'est beaucoup plus l'IA au service de l'industrie. Et on l'a vu dans l'adoption phénoménale de quelque chose comme OpenClaw, qui est devenu un phénomène de société en Chine. Ouais. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Absolument. Je pense qu'au-delà même de l'IA spécialisée, depuis maintenant 3-4 mois, le leitmotiv des Chinois, ce sont les agents. Et ce sont en réalité des modèles. C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai monté moi-même une start-up sur le sujet qui s'appelle Captain Assistant. Désolé pour la petite page de pub, mais ça prouve qu'aujourd'hui, les modèles chinois, et nous utilisons des modèles chinois massivement, parce qu'ils sont 20 fois moins chers que les modèles américains, ils sont designés pour faire tourner ces agents intelligents. Et en l'occurrence, OpenClaw et depuis peu Hermès aussi. Microsoft les propose, ils proposent du DeepSeek, ils proposent... Alors, ça n'est pas du tout non, tu veux dire que sur les infrastructures Azure, on peut faire tourner ces modèles. Oui, absolument. Mais en revanche, les agents qui sont proposés aujourd'hui par Microsoft ne sont pas du tout ce type d'agent, parce qu'il y a beaucoup plus d'autonomie sur un OpenClaw ou sur un Hermès, qui est le petit qui est en train d'émerger aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez des PME, même des entrepreneurs solo en Chine qui installent leur OpenClaw pour pouvoir faire à ces agents autonomes et qui utilisent des modèles chinois qui sont, je vous dis, quasiment aussi performants qu'un Anthropic Sonnet de la dernière version. Pas tout à fait Opus, mais Sonnet quasiment pour 20 fois moins cher. Oui. Non, mais cette agentification, elle est absolument exceptionnelle et c'est quelque chose qu'il faut que nous aussi, on se saisisse. Alors, les Chinois s'en saisissent parce qu'ils voient ça comme à nouveau un relais de productivité. N'oublions pas aussi qu'en 2100, si les prédictions démographiques sont ce qu'elles sont, mais c'est plutôt une science, la démographie relativement précise,
Les Chinois ne seront plus que 650 millions, donc ils ont en plus un vrai enjeu aujourd'hui de développer du robot, de développer ces gens. Mais ce qui est un sujet pour nous en Europe aussi. Étonnant à quel point tout ce sujet est totalement absent des débats politiques. Ça pourrait être un sujet du rapport du Haut-Commissariat. Oui, je suis sûr, mais lui aussi il dira à quel point OpenClaw est important. Mais à nouveau, c'est le plan d'action qui compte. Et surtout, c'est une capacité. Moi, je suis intimement convaincu que ce n'est pas un sujet élitiste qui se traite dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'est un vrai sujet de société et où on peut prendre nos concitoyens au sérieux comme des adultes. Alors, tout le monde ne comprendra pas complètement comment ça fonctionne, mais qui sait comment fonctionne une voiture. Mais tout le monde comprend les sujets de mobilité, d'avoir des assistants qui vous permettent d'aller. Je crois qu'en termes d'usage des assistants conversationnels, je crois que la France, on est hyper bien placé. Parmi les pays les plus avancés. Donc il y a le potentiel pour le faire. Il y a un potentiel d'adoption. Mais bon, quand on prend ce schéma-là, l'Europe, je ne sais pas où elle est, et je ne sais même pas quelle place elle pourrait avoir. Mais le fait est que oui, il y a de l'adoption, mais il y a aussi de cette peur, toujours latente, tu vois, de se dire est-ce que je pourrais me faire remplacer, etc. Mais quand tu prends l'exemple des Chinois, effectivement, dans les rues, parce qu'on a vu les photos, j'ai demandé à des amis qui sont sur place, ils font quoi? Je dis concrètement, ils sont en train d'installer OpenClaw. Parce qu'ils se disent, ils peuvent faire un truc. Il y a des petits stands comme ça, comme un peu. C'est vrai, c'est pas du. Voilà, j'ai demandé à quelqu'un qui était sur place. Pour la restauration sur l'épaule. Et la question, elle est, c'est ils me disent, ils testent des trucs. Ce sont des commerçants, ce sont des gens qui ont des business divers et variés. Comme ils ont fait avec la voiture électrique, comme ils ont fait avec les batteries, et ça, il faut reconnaître. Oui, mais ça, on l'a fait dans nos pays dans les décennies qui sont passées, donc on sait le faire, mais il faut réenchanter. C'est pour ça que les hommes politiques qui parlent il faut protéger les Français, c'est la pire des choses qu'on ait pu faire. Mais en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'on a quand même une sorte, mais c'est notre naturel, ce côté un peu dirigiste, si tu veux, on pourrait revenir, on va pas refaire l'histoire mais qui est récent, en fait, tous les sujets-là. Non, il n'est pas récent, je veux dire. L'Europe aurait pu être le creuset de l'Internet et des technologies de l'Internet comme le TCP/IP. Non, on a préféré faire autre chose. Et donc... On avait l'ATM, nous, monsieur. Oui, monsieur, tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que... Tu as cité le GSM tout à l'heure, c'est un très bon exemple. Oui, mais j'aimerais qu'on fasse un sujet. Vas-y. Juste pour finir, voilà. Donc concrètement, moi, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Il y a du pragmatisme autour de ça. La seule question que je me pose, c'est est-ce que, quelque part, de manière unilatérale, on n'est pas en train de retrouver, ou l'Europe n'est pas en train de se mettre, malgré elle, sur le banc de touche. Je ne souhaite pas. Voilà, en tout cas, on suivra cette rencontre jeudi entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine, c'est bien ça. Dernier sujet, alors on va faire un gros raccourci parce que je voulais qu'on parle de Nintendo qui plonge en bourse après l'annonce des prix de la Switch 2, la hausse des prix, et bien justement le raccourci on va le faire parce que la hausse des prix, plein de raisons, mais il y a une des raisons, c'est les composants coûtent cher et notamment la RAM, et du coup on en vient à notre dernier sujet, c'est le tsunami à venir, la pénurie de mémoire, hausse des prix, pénurie, disponibilité réduite, l'IA qui absorbe une grande partie de la production, les fabricants qui privilégient les clients pro, ça a un impact sur tous les produits tech. Aujourd'hui, on parle de la Nintendo là, mais tous les produits, on va tous être concernés. Comment il faut voir? Tiens, je démarre avec toi, André. C'est un tsunami qui est en train de venir et on n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'on parlait il y a quelques jours du fait que Samsung avait dépassé les 1000 milliards de capitalisation boursière, donc plus que les 5 principales capitalisations françaises. Pour une raison simple, c'est que tous les producteurs de mémoire, et ils en font partie, c'est devenu des presses, comme on appelle ça, des printing machines, c'est-à-dire ils ont aujourd'hui des marges sur les mémoires qui sont de l'ordre de 70-80%. Et la pénurie est telle, pour une raison essentielle, c'est la construction de data centers, qui fait qu'en plus, aujourd'hui, vous n'êtes pas un de ces grands clients pour qui les mémoires sont une fraction du prix, mais qui est essentiel. Et donc tous les autres, l'automobile, la défense. Donc aujourd'hui, effectivement, tout le monde est en train de se précipiter pour acheter des stocks, mais on n'arrive plus à les trouver. Et c'est quelque chose, aujourd'hui on regarde les choses structurelles, 2025 a été une mauvaise année, 2026 a été mais probablement le pic, c'est 2027. Donc des pénuries comme ça, où on sait que dans 15-18 mois, c'est peut-être là où on aura une certaine alcalmie, mais c'est terrible parce que ça crée une véritable panique sur les marchés. Michel ? En fait, on se rend compte que l'IA n'est pas simplement dans le cloud, elle est dans la vie réelle, elle est dans le monde physique. Ce qu'on est en train de vivre avec la mémoire, la RAM, ce n'est que le début. Parce que ce qu'on va vivre dans les vagues d'après, c'est que l'IA va ponctionner massivement l'électricité, c'est déjà le cas, et probablement, il y a certains endroits aux États-Unis où il y a des arbitrages qui sont faits entre alimenter des data centers
ou alimenter des maisons. Donc ça, c'est un sujet auquel on va être confronté dans les mois et les années à venir. Et après l'électricité, probablement l'eau également. Donc l'IA, ça n'est pas que du digital, c'est aussi du brick and mortar, c'est aussi du monde réel. Damien ? Oui, il y a le fait... 1 minute 30 pour conclure. Très bien. Voilà. Le fait est que aujourd'hui, les fameuses mémoires HBM, donc qui sont spécifiques pour l'IA, sont en train de complètement tout phagocyter. J'ai même vu récemment qu'il y avait des constructeurs de grand public qui arrêtent carrément de produire certaines rames. Donc c'est assez hallucinant. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va ouvrir comme nouveau champ technologique derrière ? On le voit, Google qui a lancé une techno qui permet de faire plus avec moins de RAM. Certaines machines... Oui, c'est il y a quelques mois. Oui, moi, je prédis aussi certainement les beaux jours du recyclage des machines, puisqu'il y a des gens qui commencent à se dire, et si on pouvait mettre des systèmes plus légers ? Alors ça peut être du Linux, ça peut être des anciennes versions de Windows, parce qu'on va se retrouver avec moins de RAM dans les téléphones. Donc la question de fond, c'est quel est le downgrade et comment on va avoir des machines qui peuvent fonctionner. C'est intéressant, ça. Donc il va y avoir une meilleure adaptation. Et donc je pense qu'on va aller vers quelque chose qui va peut-être obliger à mieux adapter le hardware au software. C'est sûr. Et typiquement tous les acteurs, tu parlais de Samsung, on pourrait parler Apple ou autre, qui ont eux cette intégration verticale du soft et du hard, vont certainement mieux gérer les choses parce qu'ils savent justement bien. Et nous, la frugalité, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Et notamment dans l'embarqué. Et donc je pense qu'il y a un vrai truc qui va se passer. Donc c'est intéressant à voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Il se passe en ce moment le Chips Act 2 en Europe. On a tout misé sur la logique, c'est-à-dire les fabs, le design, l'architecture des semi-conducteurs. On n'a rien mis dans les mémoires. Donc là aussi, ça se pose la question de quelle est notre capacité très vite d'être agile et de se dire ce sujet des mémoires est absolument fondamental pour ne pas être dépendant. Eh bien, ça y est, ça nous donne plein d'autres sujets pour nos prochains débats. Merci à tous les trois. André Losque-Upretri, président du JEDI, Damien Douanier, responsable de l'innovation de l'école Narrative, fondateur de Topos, et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris de l'agence Brightness. Merci infiniment, c'était passionnant. Si vous avez manqué le début, voilà les plateformes, un podcast, le replay, vous verrez tout ça. Dans un instant, on va avoir ce qu'il faut retenir de l'actu tech de la journée avec Léa Benaïm. Et puis juste après, on parlera beaucoup espace. C'est le stratège de l'Europe spatiale. Il s'appelle Ludwig Moeller. On est très, très content de l'avoir avec nous. Il est directeur de l'European Space Policy Institute. Et puis on parlera aussi d'une belle pépite française, Sirius Space, qui vient de racheter un équipement anti-automobile pour construire quoi ? Son lanceur. Allez, vous allez rester avec nous, ça va être passionnant. Comme l'a été cette heure-là, bien la demi-heure, ça va être meilleur encore. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Allez, on est reparti pour une demi-heure de tech sur BFM Business dans Tech & Co, la quotidienne avec Léa Benaïm, journaliste BFM Business. Bonsoir Léa, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actu aujourd'hui ? Bonsoir Fred et bonsoir à tous. Et à la une, SoftBank pourrait investir massivement dans l'IA en France. Selon Bloomberg, le fondateur du groupe japonais discuterait directement avec Emmanuel Macron d'un gigantesque projet de data center dans le pays. Le montant serait colossal, jusqu'à 100 milliards de dollars. Une annonce qui pourrait se faire d'ici la fin du mois à l'occasion du sommet Choose France. Apple aurait conclu un accord préliminaire avec Intel, et ce après plus d'1 an de négociations intensives selon le Wall Street Journal. Un accord qui concernerait uniquement l'activité de fonderie d'Intel, une mission aujourd'hui assurée par le Taïwanais TSMC. De son côté, Apple continuerait à concevoir ses propres puces en interne. Et puis l'Europe qui risque un décrochage majeur sur les véhicules autonomes. Et oui, c'est l'alerte lancée aujourd'hui par le Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Dans une note, l'institution estime que l'Europe est largement distancée par les États-Unis et la Chine, et sans stratégie de rattrapage, elle pourrait devenir, je cite, une colonie numérique, même s'il n'est pas trop tard, tempèrent les auteurs du rapport. Également dans l'actualité, ChatGPT lance une nouvelle fonctionnalité baptisée Contact de confiance. Elle vise à protéger les utilisateurs les plus fragiles en alertant un proche en cas de détresse mentale. Une annonce qui intervient alors que les plaintes s'accumulent contre OpenAI, accusé d'entretenir une forme de dépendance émotionnelle chez certains utilisateurs.
Et enfin, Dua Lipa attaque Samsung en justice et réclame 15 millions de dollars. La chanteuse reproche au géant sud-coréen d'avoir utilisé sa photo sur des emballages de téléviseurs et ce, bien sûr, sans autorisation ni rémunération. La plainte vise notamment une atteinte au droit à l'image et au droit d'auteur. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour En route pour demain, votre émission auto avec Julien Bonnet. Et au programme cette semaine, on part à la découverte de Denza, la nouvelle marque haut de gamme signée BYD. On écoute un extrait. De plus se contenter de suivre les concurrents, mais imposer désormais sa voix. C'est ainsi qu'on peut résumer la stratégie du géant chinois BYD avec cette nouvelle marque Denza qui doit incarner son offre premium. On repose rapidement le contexte, mais BYD, donc qui se prononce à l'anglaise BYD, c'est juste un géant chinois de l'électrique qui est désormais même le numéro 1 mondial devant Tesla, mais qui reste encore très dépendant de ses ventes en Chine et qui a donc commencé à se développer à l'international il y a plusieurs années. Et l'idée, c'est désormais de s'attaquer au marché du premium avec cette nouvelle marque Denza, qui à l'origine avait été en fait une co-entreprise créée avec Mercedes, mais la marque allemande s'est peu à peu retirée de cette marque donc Denza. Après un lancement en grande pompe à l'Opéra Garnier de Paris avec la présence de la vice-présidente de BYD, Stella Li, on découvre donc aujourd'hui ce premier modèle lancé en Europe et qui vise directement à concurrencer Mercedes, Porsche, BMW ou encore Audi, la Z9 GT. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actu tech et puis bien entendu tous ces sujets sur la voiture, cette nouvelle voiture de Denza de BYD, sa voiture haut de gamme à retrouver sur la plateforme BFM Tech. Allez, tout de suite, on part dans l'espace avec notre invité Ludwig Müller. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Ludwig Müller, bonsoir. Bonsoir. On est enchanté de vous avoir avec nous. Vous êtes directeur de l'European Space Policy Institute, le SPI. Vous allez nous expliquer dans un instant le rôle justement de cet institut. Vous êtes un ancien de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Vous pilotez donc depuis plus de 3 ans cet institut. Au carrefour des univers, on va le voir, de la politique, de la science, de l'industrie, tout ça dans le domaine du spatial. Tiens, j'ai une première question. J'ai un fils de 15 ans aujourd'hui. Est-ce que pour lui, quand il aura 40, 50 ans, ce sera assez courant d'aller sur la Lune, voire d'explorer d'autres planètes? Très bien, j'ai un fils de 11 ans. Oui. Alors je pourrais ils pourront partir ensemble. Courant, je ne dirais pas, mais c'est quelque chose qui, dans 50 ans, certainement, c'est quelque chose qui va exister d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Jusqu'à quel niveau ça va être quelque chose de partagé? On ne va pas être des milliers sur la Lune, je ne pense pas, mais il y aura des opportunités, certainement. Comment vous expliquez aujourd'hui, alors certes, il y a Elon Musk qui a poussé avec son entreprise SpaceX, mais ce retour de l'engouement autour de l'espace, alors on a toujours aimé l'espace, on a toujours été fascinés. En 69, nos parents, nos grands-parents se sont levés en pleine nuit pour voir les premiers pas sur la Lune, ils ont tous été, même nous là avec Artemis, on était tous à regarder, à savoir s'ils allaient bien faire le tour, s'ils allaient bien revenir. Il y a quand même une fascination, mais on sent, ça y est, on a des entreprises dans la Space Tech, on en aura une tout à l'heure, il y a une vraie démocratisation. Comment vous expliquez cet engouement? Déjà, c'est très différent par rapport aux années 60. C'était JFK, Kennedy, qui a lancé, c'était une compétition avec la Russie, c'était la guerre froide. L'effet Spoutnik à l'époque, comme on disait. Voilà, c'était sans Spoutnik, pas d'Apollo. Aujourd'hui, c'est plus complexe parce qu'il y a aussi la partie commerciale. Il y a quand même tout un esprit d'entrepreneur qui porte. Vous parlez d'Artemis, et Artemis, ce n'était pas forcément la télé, c'était du TikTok. Oui, c'est vrai. Si vous regardez un peu comment les gens vont suivre ça. Et c'était effectivement remarquable que c'était toujours un élément d'inspiration pour la jeunesse. Et on sous-estime ça. Oui. Alors, parlons donc le European Space Policy Institute. Comment on vous qualifie? Alors, est-ce que c'est une agence? Est-ce que c'est un cabinet de lobbying? Est-ce que parce que vous êtes au carrefour un peu dans l'écosystème spatial européen. Votre but, c'est de faire dialoguer tout le monde ensemble, c'est ça? Oui, c'est une très bonne définition. On est indépendant d'abord. On n'est pas du lobbying. On est une construction qui vraiment fait le pont entre ceux qui sont des membres des États, souvent c'est des agences spatiales, comme le CNES, comme le DLR de l'Allemagne et comme d'autres, quasiment toutes les agences de l'Europe. Aussi l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne, OMETSAT pour la météo, aussi des industries.
On a Ariane Group et Eutelsat parmi d'autres, ce qui fait effectivement un écosystème où on est au-delà de la gouvernance de chacun. Et alors, je vous parlais de cette démocratisation, mais il y a autre chose aussi, c'est qu'auparavant, quand on parlait du spatial, on voyait ça un domaine très technologique, ça le reste aujourd'hui, bien entendu, c'était un domaine d'exploration scientifique, et puis aujourd'hui, quand on parle de spatial, on parle toujours de la performance des technologies, mais on commence à parler souveraineté, on commence à parler défense. Comment vous analysez ça ? D'abord, le mot souveraineté, je crois que c'est le mot aujourd'hui. Depuis 1 an ou 2 ans, c'est devenu quelque chose au centre de tous les débats politiques, inclus le spatial. Et la souveraineté, ça nous concerne dans la sécurité, dans la défense. On a besoin de moyens européens. Ça nous concerne aussi dans ce qui est une souveraineté dans le numérique. D'être encore propriétaire de nos données, des moyens de communication. Parce qu'il ne faut pas oublier, on envoie les fusées, mais on récolte de la donnée aussi en bas. Oui, c'est tout ce qui communique, tout ce qui est stockage des données. Le spatial est en train de faire partie d'un Internet, c'est toute une époque pour l'Internet. Et troisièmement, l'exploration. La Lune est aussi ce qui va suivre après la station spatiale d'aujourd'hui. Alors, dans votre institut, il y a le mot European. Quel doit être le rôle de l'Europe, justement ? Alors, on sait que par petits bouts, on était un peu sur Artemis, parce qu'on avait un des modules de vie, justement, qui a été fait par les Européens. On a Ariane 6, vous le citiez, on a Eutelsat. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Alors, il y a évidemment des problèmes de financement, mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour ne pas être juste un spectateur entre ce que feront les États-Unis et ce que feront les Chinois ? Bon, déjà, aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à il y a très peu de temps, on était plutôt pas avec la même ambition. Oui. On était peut-être 20% des autres. Je crois qu'il y a eu un vrai changement depuis 1 an. On voit ça dans l'Agence spatiale européenne qui vient de faire un financement important, le plus grand dans l'histoire. Et les Allemands qui ont augmenté énormément, en principe même niveau que tout le budget de l'Agence spatiale européenne, et aussi le privé qui est en train de commencer à financer. On est aujourd'hui à peu près à 10% du financement. Et c'est une époque où vraiment l'Europe, pour la première fois, commence à changer sa posture. On essaie, et je crois qu'on va aussi réussir parce qu'on a une excellence. On fait Ariane, on fait des modules de Columbus, on fait des satellites de communication et d'autres, de météorologie, de l'observation de la Terre, de la navigation. Cette capacité industrielle, le savoir-faire des ingénieurs, tout ça, ça existe. C'est vraiment une question de volonté politique et aussi des investissements. Et en cours, il faut doubler les efforts, il faut doubler... Pour la mise à l'échelle, pour ces investissements, ce qu'on va dire, les investissements de démarrage, on a beaucoup de startups dans la Space Tech, on en aura une dans un instant, Sirius Space, qui marche bien, voilà. Et ensuite, c'est la mise à l'échelle. Là, on sent qu'il y a une étape à franchir. Oui, c'est les deux, c'est l'échelle. Et c'est aussi l'agilité. C'est-à-dire, il faut les entrepreneurs, il faut les startups, les new tech, qui vont fonctionner autrement. Et si on regarde Elon Musk, on regarde SpaceX, il est sorti de quelque chose qui n'était pas l'industrie traditionnelle. Alors, on a besoin d'un mélange entre quelque chose qui a son histoire et sa capacité, mais aussi un dynamisme avec d'autres acteurs qui se présentent. Vous parliez des investissements. Aujourd'hui, on voit, je crois qu'en Allemagne, ils ont un peu plus d'investissements étrangers que comparé à la France. Là, il y a des choses. Comment faire pour attirer encore davantage d'investisseurs étrangers ? D'abord, les Allemands, ils ont commencé à mettre beaucoup d'argent public. Maintenant, il faut se poser la question comment on va développer aussi la participation de l'argent privé. En France, on a beaucoup d'investissements français pour la France. En Allemagne, c'est un mélange entre de l'argent de l'Allemagne, et on parle du privé, de l'européen, mais aussi de l'américain. Et la question qui se pose pour l'Europe aussi en termes de souveraineté, de peut-être faire un peu attention aux sources des financements et aussi de regarder qu'on maintient le contrôle sur les entreprises. C'est ça. On peut accepter ces financements, mais voilà, il faut faire attention à ça. Parce qu'en Allemagne, ils perdraient peut-être un peu le contrôle de leurs entreprises. Bon, je ne dirais pas ça. On est en train de vivre un développement qui est en train de se faire. Il faut être un peu plus conscient. En France, on a un peu plus la tradition de cette pensée.
Mais ça, on va le trouver aussi en Europe ailleurs. Ce n'est pas qu'en Allemagne. Autre sujet dans le spatial. Alors nous, on est évidemment impressionnés par tout ce qui se fait dans l'univers du civil. Mais il y a le spatial et la défense. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui se font. On sent qu'aujourd'hui, de la même façon que l'intelligence artificielle est rentrée pleinement dans l'écosystème de guerre ou l'écosystème militaire, le spatial aussi. Alors, il y était déjà. Mais on sent que, voilà, aujourd'hui, c'est un élément à part entière des stratégies militaires des grandes puissances. Il y était déjà, mais surtout aux États-Unis. Et aujourd'hui, le budget du Pentagone a dépassé le budget de la NASA. Mm-hmm. En Europe, quand on a parlé tout à l'heure de 20% par rapport aux États-Unis, quand on regarde la défense, c'est beaucoup moins. Hein? Alors, aujourd'hui aussi en Europe, ce qu'on voit, et le vrai changement actuellement, c'est vraiment la partie sécurité et défense qui devient un moteur pour le développement. Avant, c'était plutôt le climat. Aujourd'hui, c'est la sécurité. Alors, autre chose, on l'a dit très rapidement en début de notre interview, c'est les données spatiales. Voilà, on récupère tout un tas de données. On sait que, je prends l'exemple de Copernicus, qui est cette constellation alors, il y a quoi ? Il y a 6-7 satellites Copernicus, voilà, qui observent la Terre. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut apprendre. Là aussi, on a une richesse de données, notamment pour l'Europe, pour analyser tout ça. D'ailleurs, Copernicus, on peut le dire aujourd'hui, c'est le gold standard. Oui. Hein, c'est vraiment la référence mondialement. J'ai eu le plaisir dans une autre vie de participer à sa naissance. Et c'est vrai que c'est un pouvoir de pouvoir donner les données et de développer un marché qui vraiment va avoir une utilité pour les services du public, mais aussi pour un marché commercial. Et ça peut être des données pour des catastrophes naturelles, ça peut être pour le monitorage de l'agriculture, ça peut être pour la planification des villes. Au début, on n'avait pas perçu, nous, Européens, alors vous, évidemment, vous êtes le spécialiste et comme vous dites, vous avez participé au début du projet Copernicus, mais on n'avait pas complètement perçu tout ce qu'on pouvait, la richesse justement de Copernicus. Et les Américains, je crois que Google s'était très vite emparé du sujet en disant, tiens, nous, on veut bien travailler sur toutes ces données. Et nous, il faut qu'on travaille davantage, justement. Enfin, je dis nous, Européens, nous, Français, sur justement ces données que l'on récupère. C'est peut-être un peu un phénomène européen de ne pas toujours anticiper, de ne pas avoir le courage d'y croire. On peut dire qu'on a vécu ça avec Internet il y a 30 ans. On a vécu ça avec tout ce qui est numérique depuis. On le regarde, on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et peut-être aussi un peu dans le spatial. Et je crois que c'est très important pour l'étape qui est devant nous de changer cette façon d'approcher et de se lancer, de risquer, anticiper, peut-être d'aller vers la Lune sans savoir quelle économie va être développée dans les années à venir. Vous avez parlé tout à l'heure d'un avenir dans 50 ans, alors on ne va pas le savoir aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on s'arrête et on attend, ou est-ce qu'on participe ? Et la réponse pour nous est très claire. Ça veut dire qu'il faudrait pousser aussi d'autres industriels alors il y a des industriels spécialisés, on l'a dit, dans le militaire, dans le spatial, mais il faudrait que d'autres industriels regardent davantage l'espace, justement sur les données, pourquoi pas dans l'agroalimentaire, parce qu'ils verraient un peu les évolutions du climat par rapport aux cultures à faire. Ça veut dire, alors ils utilisent déjà ces données, mais à eux d'investir peut-être davantage. Déjà, on le voit aujourd'hui, on voit que les géants du numérique, Amazon... ils veulent faire des data centers même dans l'espace. C'est encore une fois, ça vient un peu plus des États-Unis que de l'Europe, mais je crois, pour nous, c'est une tâche de développer ça, de profiter du numérique et de chercher des mariages entre le spatial et le numérique. La même chose est vraie pour la défense. Il y a des industries de la défense qui, aujourd'hui, pas seulement qui vont se servir des données de l'observation de la Terre, mais ils vont construire des constellations. Ça veut dire, en plus de parler d'Europe, on a quand même 3 pays assez forts dans le spatial entre la France, l'Allemagne, l'Italie. On a ces 3 pays qui sont déjà de vrais moteurs dans l'industrie spatiale. Oui, il y a les 3. La France, qui traditionnellement était le moteur. Je crois aujourd'hui, on a l'Allemagne et il faut trouver
une façon de travailler, on appelle ça « it takes a village ». Il faut vraiment que tout le monde participe au village. Et là, vous sentez, vous, à travers votre regard, Ludwig Müller, je rappelle, vous êtes directeur de l'European Space Policy Institute, et vous êtes cette plateforme de dialogue, justement, entre tous ces acteurs, que ça commence à discuter un peu plus entre Allemands, entre Italiens, entre Français. C'est vrai qu'on a vu des alliances entre des industriels. Bon, je suis convaincu que ça va se faire. Je crois qu'aujourd'hui, on est à un moment un peu spécifique dans le sens que les changements sont très, très rapides et la magnitude des changements est énorme. Et je crois qu'il n'y a aucun système qui peut gérer ça d'un jour à l'autre. Mais c'est un processus et ça fait partie justement de notre travail de mettre les gens autour de la table et trouver des bonnes solutions pour tout le monde et pour l'Europe. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Ludwig Müller. Vous êtes directeur de l'European Space Policy Institute, que vous dirigez depuis 3 ans. Et on va continuer à suivre, évidemment, tout ce que vous préconisez. On vous avait baptisé le stratège de l'ambition spatiale européenne. Mais on est très heureux de vous avoir eu ici en plateau. Merci encore d'avoir été avec nous. Allez, on marque une très courte pause et on rejoint BFM Tech. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Voilà, direction le Moyen-Orient avec Raphaël Raffray. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Frédéric. Un affrontement qui dépasse le champ militaire aujourd'hui pour toucher des infrastructures numériques et qui pourrait bien rebattre les cartes de la circulation des données dans la région du Moyen-Orient. Et oui Frédéric, ça fait maintenant 73 jours que le Moyen-Orient s'est embrasé dans un conflit qui oppose pour rappel les États-Unis, Israël à l'Iran. Alors après les sites militaires et les sites pétroliers, Téhéran a aussi élargi sa stratégie de frappe aux infrastructures technologiques, donc visant des grandes entreprises américaines, mais aussi plus généralement des investissements technologiques dans l'ensemble du Golfe. Plusieurs data centers ont ainsi été touchés à Dubaï et au Bahreïn. Les installations d'Amazon ont aussi été frappées par des drones Shahed, notamment à Dubaï, provoquant des interruptions de service et des dégâts chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Apple, Google, Microsoft ou Intel ont également été directement menacés par les gardiens de la révolution. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout repose sur ces infrastructures numériques devenues essentielles au bon fonctionnement de l'économie mondiale. Mais dans ce contexte de guerre, ces réseaux sont fragilisés entre les attaques visant les data centers, donc, mais aussi les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les câbles sous-marins. L'inquiétude reste très forte dans l'ensemble de la région et résultat, les grands acteurs cherchent désormais discrètement à déplacer leurs données hors du Golfe ou au moins à en sécuriser le stockage dans des zones jugées plus stables. Alors justement, ça va ressembler à quoi ces nouvelles routes là, de l'information ? Et oui, c'est donc toute la question, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que face à cette pression, les pays du Golfe accélèrent. Et c'est l'Irak qui s'impose aujourd'hui un peu comme un nouveau corridor stratégique avec des projets donc, de câbles hybrides qui relieraient les Émirats arabes unis à la Turquie et pouvant même pousser jusqu'à l'Europe continentale. Et dans le même temps, c'est l'Arabie saoudite aussi et la Syrie qui multiplient les initiatives pour développer, quant à eux, des réseaux terrestres de fibre optique. Alors ces nouvelles infrastructures s'appuient sur des corridors qui sont déjà existants. Oui, on a déjà les oléoducs, les gazoducs. Tout à fait, oui. Et c'est un atout majeur puisque justement, ça permet de déployer la fibre optique plus vite, à moindre coût et dans une sécurité relative. Et surtout, il y a un autre avantage décisif, c'est la latence qui devrait être réduite, puisque, autrement dit, ces données pourront circuler plus vite que via des câbles sous-marins. Et en bref, vous l'aurez compris, c'est peu à peu un peu la carte des flux numériques de la région du Golfe, du Moyen-Orient qui se redessine à cause de ce conflit. Eh bien, merci Raphaël Raffray, journaliste à BFM Tech. Tous ces sujets à retrouver, bien entendu, sur BFM Tech. Donc, ces nouvelles routes des données. Et ces nouvelles routes des données, elles passent aussi par l'espace. On y était il y a un instant. On y retourne tout de suite avec Sirius Space. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Antoine Fourcade, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président cofondateur de Sirius Space, fondé en 2020, solution de lancement dédiée aux petits satellites. Alors petit, c'est de 1 à 100 kg, la marge est quand même assez importante. En orbite basse, alors vous allez travailler sur une gamme de lanceurs réutilisables. Et alors là, on vous reçoit parce que votre actualité, alors vous aviez déjà racheté un groupe d'usinage en juin 2025, CERM, un industriel MM42, et là, vous rachetez Enerflux, qui est un sous-traitant automobile. Alors qu'est-ce qui vous a pris? C'est un pari un peu fou. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à la fin du développement de Sirius. On est en train de finir toute la partie R&D pour partir en production. Dans ce contexte-là, on a besoin de plus de capacité de production. On a commencé avec la CERM en juin de l'année dernière, ça va faire 1 an jour pour jour, et ça nous a permis de prototyper nos premières pièces. Aujourd'hui, on a besoin d'assembler notre lanceur. On a 12 mois du vol inaugural, et dans ce contexte-là, on est allé chercher ce qu'on sait faire le mieux d'un point de vue qualité. En France, ça a été souvent l'automobile, donc on est allé chercher un sous-traitant de l'automobile. Mais carrément, en les rachetant.
On les a rachetés. Oui. On est rentré sur site aujourd'hui. Ce matin, 7h30, on était avec les équipes sur place à Beaulois et on est en train de travailler sur mettre en place les lignes de production. Alors, ils étaient déjà un peu proches en réalité de l'aéronautique, du spatial, de la défense. Oui, j'imagine bien, oui. Ils avaient passé les certifications OED 9100 qui sont la certification nécessaire pour atteindre le secteur auto. Une centaine de collaborateurs, un site de 15 000 m², c'est ça pour ce site de Enerflux qui fabrique des pièces complexes sur l'assemblage des réservoirs. Juste vos lanceurs, donc pour lancer ces satellites de 10 kg, c'est quelle taille à peu près? Alors, on dit qu'on fait des mini-lanceurs. En fait, ils sont pas si petits, ils font 30 mètres au décollage. Et on a une gamme de 3 lanceurs qui est basée sur une R&D commune. Il s'appelle Sirius 1 pour Sirius 11, une fois le premier étage, 13 pour 3 fois le premier étage et Sirius 15 pour 5 fois le premier étage. Et donc, on vient choisir le lanceur le plus adapté en fonction du besoin. On a 3 lanceurs qui sont capables de positionner jusqu'à 1,2 tonne en orbite basse, en termes de charge utile. Et quelques mois avant le lancement, on fait une réunion d'appairage pour choisir le lanceur le plus adapté. Et donc, ce que ça signifie, c'est que ce sous-traitant, Enerflux, ils vont... La CERM, qui était notre sous-traitant historique et qui est notre société qu'on a racheté, eux, ils ont développé tout le prototypage, les premiers moteurs. Et aujourd'hui, on a repris Enerflux pour qu'ils arrivent à horizon 2030 à 1 moteur par jour en termes de fabrication. Parce que les premiers lanceurs, c'est ça, c'est dans un an à peu près? C'est à peu près un an. On est en train aujourd'hui de qualifier le moteur. On est en train de plutôt bien avancer. On a testé tous les sous-systèmes. On est en plein essai moteur actuellement. Et l'étape suivante, c'est de fabriquer notre premier lanceur pour le tirer autour de l'été, second semestre 2027. Alors on suivra ça évidemment sur Tech & Co. On sent que l'enjeu du spatial, il est dans tout un tas de domaines. On le voyait peut-être un peu moins dans l'industrie manufacturière, mais vous en êtes la preuve que voilà, il y a la technologie pure. On a parlé tout à l'heure avec Ludwig Moller et les data et tout ce qu'il y a. Mais l'industrie manufacturière, il ne faut pas oublier, oui, il faut les fusées, il faut les construire. On a des très bons ingénieurs en Europe. On allait chercher les meilleurs talents, mais après, il faut le fabriquer. C'est des milliers de pièces, en fait, un lanceur pour le faire décoller. Et dans ce contexte-là, soit on crée des usines de zéro, c'est très long, c'est très coûteux. Soit on va chercher des usines qui sont en train de vivoter et qu'on va être capable de faire pivoter. C'est aussi une logique de dérisquage pour Sirius. Aujourd'hui, on a un groupe industriel qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, qui travaille sur 4 secteurs. L'automobile, qui est un des secteurs clés. Celui qui nous intéresse, c'est pourquoi on reprend ces sociétés, c'est le spatial. Vous avez ce lien avec Enerflux qu'on a repris Enerflux, les autres sociétés, MM42 de la CERM. Les autres secteurs pour lesquels on travaille, on est en sous-traitance rang 1, donc pour les grands noms de l'aéronautique et de la défense, Dassault, Safran, Airbus. Et en plus de ça, on va aussi travailler sur la fabrication. C'est un sujet qui nous tient à cœur aussi. Réindustrialiser des produits en France et donc des produits low-tech, des produits assez simples qu'on va être capable de faire en France. Ça nous a permis de reprendre un peu plus de personnes sur le site d'Enerflux. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire quand on parle de financement, il y a toute cette partie industrielle plus traditionnelle, en ce sens, même si l'industrie spatiale, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais qui permet de financer tout ça. Est-ce que là, vous allez aller chercher aussi d'autres financements pour cette partie Space Tech? Alors sur la partie Space Tech, aujourd'hui, on a levé pas mal d'argent en coordonnant les financements privés et publics. On a autour d'une centaine de millions d'euros de financement aujourd'hui chez Sirius. Et on a de quoi aller jusqu'au vol inaugural à notre premier vol, qui est un vol balistique. On fait voler que le premier étage et on va relever encore un peu d'argent pour terminer le développement du lanceur. Parce qu'après, ce qui est compliqué derrière, c'est comme pour tous, c'est le passage à l'échelle. C'est le passage à l'échelle et c'est pour ça qu'on a commencé très tôt à travailler sur la pointe industrielle. C'est compliqué de faire un lanceur, c'est plus complexe d'en faire plusieurs. Et toute cette base qu'on a cherchée auprès de l'automobile, ils ont tous les process. En fait, on a une logique itérative comme met en place nos usines. On va travailler autour du premier lanceur. On a les départements méthodes qui vont travailler toutes les gammes de fabrication. Et après, on est en train de directement mettre en place les process pour être capable de fabriquer 3 lanceurs l'année d'après, 6, 9 et 1 lanceur par mois en 2031. Je l'ai dit, il me semble, en présentation, c'est une gamme de lanceurs réutilisables. 100% réutilisables sur le long terme. 10 ans après le vol inaugural, on vole pour la première fois en 2027. On va essayer d'être réutilisable dès 2037 au plus tard. D'accord. Et progressivement, dès le premier vol, on va récupérer le premier étage et on va être capable de le démonter pour tester, trouver les prochains composants, démonter le moteur, voir comment il a évolué et voir comment on va être capable de le réutiliser. On vise à peu près 5 ans pour réutiliser 100% des premiers étages et 10 ans pour être capable de réutiliser le deuxième étage. Et qu'est-ce qui vous rend, parce que j'imagine que c'est un univers très concurrentiel, cette partie lanceur. Je ne parle pas des grands Ariane 6 et des SpaceX, etc. Mais enfin, ils sont quand même là sur ce marché-là. Mais qu'est-ce qui va rendre crédible votre offre avec Sirius Space par rapport justement sur ce marché concurrentiel, par rapport à des très gros ou par rapport à d'autres acteurs qui pourraient vous ressembler? Alors, on va pas totalement adresser les marchés qu'un Ariane 6, on est plutôt une solution complémentaire. Par exemple, eux, ils vont être capables on est dans un secteur du transport, comme je prends le secteur du transport routier, on a un camion, c'est Ariane 6 dans le cas, et nous on est plutôt la petite camionnette qui va être capable de placer 1 ou 2 satellites sur une constellation comme Iris Square, demain la nouvelle constellation européenne qui doit concurrencer Starlink et nous offrir une solution souveraine. Notre solution, c'est vraiment cette gamme de 3 lanceurs. On produit nos lanceurs en série, ce qui nous permet de réduire les coûts. Quelques mois avant le lancement,
on fait une réunion d'appairage, on a signé tous les satellites présents sur le marché commercial et on est dans un secteur du transport, donc il faut être rempli toujours à plus de 85%. D'accord. Et c'est ça cette force de la production série et une logique commerciale agile qui nous permettent d'aller dégager une rentabilité. Et en restant toujours opérateur de vos lanceurs, ou on pourrait imaginer qu'une entreprise, ou des militaires par exemple, se disent un jour, tiens, nous, ce serait bien qu'on ait, qu'on ait notre propre calendrier de lancement, qu'on puisse avoir nos propres outils et pouvoir s'adresser à vous en étant, vous devenez sous-traitant d'opérateurs de lanceurs. Donc aujourd'hui, on produit le lanceur et on l'opère aussi. On est dans cette logique-là. Pour autant, on commence à travailler un peu avec les militaires. On a gagné notamment un appel d'offres de la Commission européenne sur le sujet pour être capable de mettre en place des scénarios, pour être capable de placer rapidement des charges utiles en orbite. C'est ce qu'on appelle du lancement réactif. D'accord. Et dans un cas de conflit, ça peut avoir un intérêt. Je parlais de la technologie réutilisable. Qu'est-ce qui est compliqué? Parce qu'on imagine, c'est un lanceur d'une trentaine de mètres quand même. Oui, quand on parle mini-lanceur, c'est pas la petite fusée qu'on a pu fabriquer pour certains dans leur jardin. Mais qu'est-ce qui est compliqué là dans la partie réutilisable? Dans la partie réutilisable, est-ce que c'est la même chose que pour un SpaceX? Enfin, à l'échelle, vous trouvez les mêmes problématiques? Alors nous, en fait, la problématique de la technologie SpaceX, c'est que ça va réduire la performance, qu'on va être obligé de rallumer le moteur, l'orienter pour le faire atterrir sur une barge, et ça, sur un lanceur comme le nôtre, on arrive à une performance de 0, donc ça n'aurait pas d'intérêt sur le marché. Donc on utilise en fait une technologie qui a été beaucoup plus utilisée par le passé, beaucoup plus basique. En fait, on fait redescendre notre premier étage avec des parachutes, et donc on va le faire guider progressivement en mer, et dès qu'on va partir, notamment par exemple du centre spatial guyanais, l'idée c'est de récupérer le lanceur avec un bateau qui est local, ça peut être un crevettier, ça fait une vingtaine de mètres, on est capable de mettre ça sur des gros bateaux de pêche, on le ramène au port. Donc on a une technologie assez standard qui a été utilisée depuis très longtemps, notamment pour récupérer par le passé des images de satellites dans l'espace. C'est comme ça que ça redescendait. Premier lanceur, donc été 2027, ce sera d'où? Ce sera à Kourou Alors, on annoncera ça dans peu de temps, mais au cours de l'année 2027. Eh bien, on espère que vous nous ferez la primeur de cette annonce. Merci Antoine Fourcade, je rappelle, président, cofondateur de Sirius Space, qui vient de racheter un équipementier automobile, que vous connaissez bien, puisqu'il était dans l'univers de l'industrie de Sirius. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur l'antenne de BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure avec, encore une fois, pas mal d'actualités à commenter avec nos débriefers. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.